Le député Tini Husseini du PNDS Taraya, aux commandes de la représentation nationale, le nouvel homme fort du Parlement nigérien, est un inconnu. Son portrait dans ce journal. Des irrégularités qui entachent la crédibilité du scrutin du second tour de la présidentielle du 20 mars 2016. C'est la principale conclusion du rapport de la mission d'observation de l'Observatoire du processus électoral auquel remis public ce matin au cours d'un point de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. C'est un économiste de formation qui présidera aux destinées de la représentation nationale. À l'issue des différentes candidatures enregistrées, c'est finalement à travers une élection que sur lui que les élus nationaux ont jeté leur dévolu. Tini Husseini, retenez bien son nom, il est membre du bureau politique national du PNDS Taraya. Son portrait signé Ousmane Sidikou. Tini Husseini, c'est le nom du tout nouveau président de l'Assemblée nationale au titre de la deuxième législature de la 7e République. Son élection intervient après 72 heures de conciliabule et de tractation au sein des différents groupes parlementaires de la majorité. Un sacre pour le nouvel occupant du perchoir. À ce jour solennel, je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le miséricordieux, sans lequel rien n'est possible. J'adresse également mes hommages au peuple nigérien qui, à travers ses représentants, m'a accordé sa confiance en m'élisant au poste de président de l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la 7e République. Conscient de la lourde responsabilité dont il vient d'être investi, tout comme les charges qui désormais pèseront sur ses épaules, l'homme se veut un rassembleur. Je sais que les charges de cette fonction sont lourdes et importantes, eu égard aux attentes de nos concitoyens. Aussi, je m'engage avec vous à assumer cette fonction avec pour seul objectif de répondre aux multiples demandes sociales des Nigériens, et ce, dans un esprit de rassemblement, de franche collaboration et dans le respect strict des textes qui régissent les différentes institutions de la République. Le background, il en a, car diplômé de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Marseille en France. Il est aussi licencié en sciences économiques, avec une solide expérience de haut niveau dans le domaine de la gestion, de l'administration, de l'économie et des transports. Il a également occupé des postes de responsabilité tant sur le plan national qu'international. Il est membre du bureau politique du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Il en est le vice-président de la fédération du même parti au titre de la région de Dosso. L'homme est marié et père de 4 enfants. L'actualité politique, toujours la proposition de la formation d'un gouvernement d'union nationale faite par le président de la République après la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle divise vraisemblablement plus qu'elle ne rassemble la classe politique nigérienne. Pour en savoir un peu plus sur cette question, suivez ce reportage de Adam Soumana. La formation d'un gouvernement d'union nationale proposé par le président réélu Issoufou Mahamadou serait-elle en passe de constituer une pomme de discorde entre la classe politique nigérienne? Tout laisse à le croire, car pour l'opposition, cette main tendue du président Issoufou ne se justifie pas avec le score qu'on lui attribue au second tour. Pour nous, lorsque Issoufou parle du gouvernement d'union nationale, en réalité, il vise 2 objectifs. Le premier objectif, c'est la légitimation de son pouvoir. Un pouvoir que nous considérons comme non crédible, non légitime. La deuxième chose qu'il vise, c'est la division qu'il a déjà opérée, commencé dans son premier mandat, qu'il veut continuer dans le second mandat, donc la division des partis politiques. Sinon, vous ne pouvez pas avoir 53 partis et dire que vous avez plus que la majorité à l'Assemblée nationale et vouloir un gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas sur le même registre que le président. Nous estimons que c'est de la mauvaise foi. Et vous avez entendu déjà la cacophonie au niveau du PNDS.
Bazoum qui parle d'autre chose, Issoufou qui parle d'autre chose. Donc au niveau de l'opposition, les propos de Issoufou sont un non-événement. Nous n'irons pas dans un gouvernement d'union nationale parce que pour nous, ça n'a aucun sens. À partir du moment où nous ne reconnaissons pas la légitimité même de celui qui propose ce gouvernement d'union nationale. Nous disons que s'il veut véritablement la paix et la stabilité pour ce pays, comme nous le prenons au niveau de la COPA, il n'a qu'à s'asseoir en face de nous pour qu'ensemble, nous ayons vers quelque chose de meilleur. Cependant, du côté de la mouvance présidentielle, on loue cette sage décision du président de la République. Il a tendu la main pour que l'ensemble des fils de ce pays-là se réunissent pour consolider la paix, pour consolider la démocratie, pour amorcer ensemble le développement de ce pays-là. On a besoin, surtout dans ce contexte d'insécurité, on a besoin des efforts de tout un chacun. Je pense que ce pays nous appartient à nous tous et c'est la voie que le président a tracée et c'est la voie la meilleure de faire l'unité entre tous les fils pour bâtir et protéger notre pays. Son appel n'est pas dans le sens de porter préjudice à l'organisation de nos partis ou à l'organisation des partis de l'opposition. Non, c'est un appel à tous les fils et les filles de ce pays. C'est un appel national. Au-delà de nos partis, nous sommes des citoyens nigériens. Il fait appel à ces citoyens-là, ces patriotes qui sentent qu'il a un plus à apporter pour son pays. C'est à eux qu'il fait appel. Il fait appel à tout le monde, sans exclusion, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, des gens qui peuvent venir aider à construire ce pays-là, aider à consolider ce que nous avons déjà. C'est de cela qu'on parle. Et si les partis s'impliquent, c'est encore de manière structurelle, ça sera encore bénéfique pour toute la nation. Encore une fois, sans pour autant s'ériger en donneur de leçons, nous pensons qu'il est grand temps que les hommes politiques nigériens cessent tout calcul politicien pour leur propre intérêt et penser au bas peuple, ceux-là même auprès desquels ils étaient il y a quelques jours seulement pour demander leur suffrage tout en leur promettant des lendemains meilleurs. Pendant ce temps, l'Observatoire du processus électoral OPEL a rendu à travers une déclaration son rapport d'observation du scrutin présidentiel deuxième tour du 20 mars dernier. Il ressort de ce rapport que plusieurs irrégularités constatées entravent et mettent en doute la crédibilité et la transparence du scrutin. La déclaration avec Maître Hamani Asman, il est secrétaire général de l'OPEL. Après analyse du contexte et l'environnement dans lequel s'est déroulé les 10 scrutins et exploitation minutieuse des fiches d'observation, OPEL fait le constat suivant. 1. Du contexte et de l'environnement sociopolitique du scrutin. Ce contexte est marqué par des tiraillements entre les différents acteurs politiques, dont le dernier acte est la décision de l'opposition de suspendre sa participation au processus électoral, de ne pas reconnaître les résultats du deuxième tour, ainsi que les institutions qui en seront issues. La CENI a procédé au remplacement des représentants de l'opposition à la CENI et a pris un arrêté pour autoriser le remplacement de tous les membres des bureaux de vote qui seraient absents, et ce en réponse à la décision de l'opposition de ne pas envoyer ses membres et ses délégués dans les bureaux de vote. Face aux décisions ci-dessus indiquées de la CENI et à l'appel des organisations de la société civile, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie et premier rapporteur de la CENI a suspendu sa participation au processus de l'organisation du deuxième tour. Pour l'Observatoire du processus électoral OPEL, le contexte et l'environnement sociopolitique dans lequel s'est tenu le scrutin du 20 mars 2016, dont le point critique fut la suspension par le représentant des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie de sa participation au niveau de la CENI. L'homogénéité des bureaux de vote dont la composition ne reflétait pas la configuration exigée par la loi. La non-prestation de serment par le président des bureaux de vote conformément à la loi. La présence des délégués du seul candidat Issoufou Mahamadou dans les bureaux de vote. L'immixtion des hommes en tenue dans le processus de dépouillement au niveau de certains bureaux de vote sont autant d'éléments qui entravent et mettent en doute la crédibilité, la transparence et la sincérité du scrutin du 20 mars 2016. Enfin, OPEL recommande à toutes les parties prenantes l'installation d'un dialogue franc et sincère pour préserver la paix et la stabilité politique et sociale de notre pays. Autre aspect de cette édition d'information, un Nigérien à la personne de Mahaman Lawangaya est aux commandes depuis juillet dernier
de l'Association des producteurs de pétrole africains APA. De retour d'une rencontre qui a eu lieu au Nigeria, notre compatriote a accordé un entretien à la radio et télévision Labari. Dans l'extrait que vous allez suivre, Maman Lawangaya nous parle de son ambition pour l'APA pour son mandat de 3 ans. On l'écoute. L'association date de 1987, donc ça fait aujourd'hui 29 ans. 29 ans, à mon arrivée, certes, j'avais pas ambition en tant que telle, mais une vision pour pouvoir donc relancer cette organisation-là. Parce que, avant mon arrivée, les plénipotentiaires donc, de notre organisation ont souhaité sa réforme et sa redynamisation. Parce qu'après 28 ans d'existence, on n'a pas vu de façon véritable l'impact de cette organisation au niveau du quotidien des pays africains. Et là, il a été décidé de la revoir. On sait bien, on connaît bien son importance, parce que le secteur pétrolier, en particulier, et le secteur énergétique en général, ce sont des facteurs de développement qui sont incontournables. Aujourd'hui, toute société moderne qui voudrait se développer a plus que besoin donc de développer le secteur énergétique. Et lequel est le secteur énergétique? Il faut que ce soit l'énergie moderne. C'est ça un véritable facteur donc, de développement économique et social. Donc les plénipotentiaires ont souhaité qu'avec ce facteur de développement aussi important, aussi stratégique que l'énergie, il faudrait bien quand même donner une autre dimension à notre organisation. Et c'est ainsi qu'il a été décidé de sa réforme. Maintenant, depuis que nous sommes arrivés donc, à la tête de cette organisation, au-delà des termes de référence pour la réforme et la redynamisation de notre organisation, nous sommes également venus avec une autre vision. Et cette vision, c'est justement le fait qu'on fédère au-delà des pays membres, qu'on puisse fédérer aussi les autres pays africains. Parce que, je dois vous dire, juste un petit exemple, avant de venir à l'APA, j'étais dans un autre pays africain, non producteur de pétrole, à l'occurrence le Burundi, comme expert des Nations Unies en énergie. Alors, dans ma mission d'expert en énergie, je m'étais rendu compte que dans le secteur du pétrole, rien n'a été fait dans ce pays-là. Et pourtant, il y a des blocs pétroliers qui ont été mis en exploration. Mais il n'y a pas un véritable texte législatif justement qui réglemente justement l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures de ce pays-là. Et c'est ainsi que j'ai souhaité justement doter ce pays-là d'une législation pétrolière et puis voir dans quelle mesure on peut aller au-delà pour que les ressortissants de ce pays-là puissent aller aussi dans le secteur du pétrole de façon à ce qu'il y ait des cadres qui puissent s'occuper de cela. Alors, j'ai quitté avant le mandat, avant ma mission, la fin de ma mission au niveau des Nations Unies pour revenir à l'APA. Et je me suis dit que non, voilà aussi une autre porte pour pouvoir donc aider dans le cadre de l'intégration africaine, pour pouvoir donc aider les autres pays africains qui ont qui sont sur des bassins sédimentaires et où il y a de l'exploration pétrolière, mais qui n'ont pas de législation pétrolière adéquate. Donc il faut qu'au niveau de l'APA, nous allions vers ces pays-là pour pouvoir donc les aider à se doter d'une législation pétrolière moderne, mais aussi dans le cadre de renforcement de capacités, aider ces pays-là à pouvoir permettre à leurs ressortissants justement d'avoir des responsabilités, des postes justement, ou du moins une formation dans le secteur du pétrole de façon à ce qu'ils ne puissent pas, le moment venu, faire recours à des expertises internationales. Rendez-vous demain dans le 19h45 pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé Maman Lawangaya. Je rappelle qu'il est donc le secrétaire exécutif de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. Les chrétiens du Niger se préparent à célébrer la fête dite de libération ou fête de la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, le président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger amène à livrer un message de vœux de paix et de stabilité dans notre pays. On écoute Bishop Kimso Brema, il est le président de Amen. Jésus est venu aujourd'hui pour sauver l'humanité de son péché. Et c'est ce qu'on appelle de la mort à la résurrection, de la mort à la vie. Le péché nous sépare de Dieu, et quand nous sommes séparés de Dieu, c'est la mort, c'est la faillite. Nous sommes en train de prier
en tant qu'homme de Dieu, pour que cette fête de Pâques voit la grande main de Dieu sur notre pays. Dieu est le seul capable de donner la guérison et la restauration dont le peuple a besoin. Et notre prière, c'est que dans les cœurs et dans les attitudes de tous les Nigériens, il y ait une sincère repentance, parce que nous sommes tous coupables et comptables devant ce qui se passe dans cette nation. Et nous voulons demander pardon à Dieu pour la faute de chacun, pour le péché de chacun, pour l'iniquité de chacun, pour que le tissu social qui est déchiré soit réconcilié et que nous puissions nous réconcilier entre nous. Dieu, par sa divine intervention, est capable de parler au cœur de tous dans ce Niger. Il est facile de pointer le doigt sur quelqu'un, mais en réalité, Dieu seul peut guérir les formes de blessures internes que les uns et les autres vivent. Nous prions que cette Pâque apporte une véritable délivrance dans les cœurs, dans les attitudes de tous les Nigériens, et que nous reprenions la marche dans ce Niger avec une fondation qui nous fera progresser dans l'avenir. Nous voulons donc que le cœur des Nigériens se répande et que nous puissions nous tourner véritablement les uns vers les autres et que Dieu nous aide à évoluer ensemble. Que les générations à venir nous trouvent et qu'ils disent ceux qui nous ont précédés. Dans la crainte de Dieu et dans la sagesse de Dieu, ils ont bâti une nation forte, un pays stable, un pays de progrès. Bonne fête à tous, bonne fête à tous les Nigériens, à toutes les Nigériennes, et pris de paix pour que le Niger vive et prospère. Amen. Dernier élément de cette édition d'information, en visite de travail au Niger de 10 jours, le président fondateur de l'ONG belge Amiral Ho Nkam Diaspora est au terme de son séjour à Niamey. Sa dernière activité a été la visite cet après-midi au village d'enfants SOS de Niamey, en faveur duquel cette structure a offert des dons composés de vêtements, couvertures et autres et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Le compte rendu de cette cérémonie humanitaire donc avec Michel Légy. Le geste est symbolique, mais se veut une matérialisation du début d'un partenariat de soutien entre cette structure et le village d'enfants SOS de Niamey. Justement, on leur a apporté des petits dons, des petits colis pour soutenir déjà les actions qui sont sur place et éventuellement savoir quels sont les besoins primaires dans les jours à venir et voir dans quelles circonstances les soutenir, les accompagner davantage sur le plan logistique, sur le terrain. Parce que nous travaillons sur 3 axes principaux, c'est-à-dire la santé, qui est l'axe principal, vient par la suite l'éducation de base, où nous développons beaucoup plus des projets de soutien dans les infrastructures scolaires, et la lutte contre la pauvreté, qui est le 3e point sur lequel nous travaillons en adéquation avec d'autres associations. Nous sommes très ravis de recevoir des amis de cette envergure, parce que ce n'est pas de tout le temps que nous recevons de manière improviste des soutiens. Et ces amis nous ont apporté des colis dont les enfants ont besoin, vestimentaires, des jouets. Et je pense que ce n'est qu'un début du partenariat que nous allons ficeler très bientôt entre cette structure et nous, pour le bien de ces enfants démunis ou ces enfants vulnérables que nous soutenons. Créée en 2013 à Bruxelles, l'amicale Ho Nkam Diaspora a des structures partenaires composées de jeunes Nigériens engagés pour le développement qui accompagnent la mise en œuvre de sa politique dans ces 3 axes d'intervention. Fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon week-end à tous. Bonsoir.